Be Déter, c'est avant tout un mantra. La détermination contre le déterminisme social, la détermination face aux doutes de l'entrepreneur, la détermination face aux échecs. Be Déter, c'est aussi un cri de ralliement, celui de toute une génération d'entrepreneurs soudés, une communauté passée par les rangs des déterminés, une association qui œuvre pour l'entrepreneuriat dans les quartiers et les milieux ruraux. Une communauté qui prouve qu'il n'y a pas qu'un seul chemin vers la réussite et que toutes les victoires sont possibles. Je m'appelle Aurélie Planex et je vous propose de partir à la rencontre de ces entrepreneurs. Bienvenue dans Be Déter, un podcast proposé par Bismart et les déterminés. Et l'épisode de la semaine est consacré à Taha Amin El Wakoudi. Bonjour. Bonjour. Alors Taha Amin, est-ce que ça te va si je te décris comme un aventurier ? Oui, je pense. C'est une très belle description, j'aime bien. C'est ce qui te caractérise ? Ouais, je dirais que c'est... Enfin, je me suis toujours imaginé en tant qu'aventurier, j'ai toujours voulu être aventurier. Donc ouais, ça me va très bien. C'est quoi, c'est l'imaginaire Indiana Jones ? C'est ça, un peu tout. Ouais, j'avoue que inspiré beaucoup des films d'aventure. Et puis c'est juste très amusant. Enfin, l'aventure, je trouve ça très amusant. Et puis avec une mission en tête. Et puis ça ressemble aussi à tout ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat. Donc oui. Toi, tu as commencé ton aventure de vie, si on peut dire ça comme ça, au Maroc. Tu as grandi dans une famille d'enseignants. C'est ça. Qu'est-ce que tu retiens de cette époque ? Qu'est-ce que ça t'a appris ? Parce qu'on est un peu loin du milieu de l'entrepreneuriat. C'est vrai. Alors, d'ailleurs, petite anecdote, mon père m'a enseigné aussi. Pendant une période, du coup, j'ai vu mon père en tant qu'enseignant aussi, plus que juste en tant que père. Donc, je l'ai vu enseigner aussi. Alors, c'est vrai que c'est loin de l'entrepreneuriat, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires aussi, dans le sens où l'objectif, c'est d'apporter de la valeur en tant qu'enseignant. Et pareil, en tant qu'entrepreneur, il faut apporter de la valeur. Donc, pareil, moi aussi, l'entrepreneuriat, je la vois toujours comme un moyen pour apporter de la valeur à notre cible, à des populations. Et donc, l'enseignement aussi, c'est le fait d'apporter de la valeur à ses étudiants. Ensuite, tu es arrivé en France, c'était en 2017 pour tes études, et puis après ton diplôme. Et là, tu te dis, tiens, je vais m'envoler vers l'Asie. C'est ça, exactement. Et c'est ça, exactement. Du coup, toujours dans cet esprit d'aventurier, j'ai voulu explorer déjà le fait de venir en France. C'était aussi motivé par cette envie de découvrir d'autres horizons. Et donc, même logique, j'ai voulu découvrir un autre côté du monde, du coup, l'Asie du Sud-Ouest. Oui, alors, stage au Vietnam pendant 7 mois. Puis tu enseignes l'anglais en Indonésie, c'est ça ? Exactement. Qu'est-ce que ça t'a apporté, là aussi, ces expériences en Asie ? Alors, c'était très enrichissant et du coup, on voit bien le lien avec le fait que mes parents sont enseignants et du coup, oui. Moi en tant qu'enseignant, du coup... T'as fait un petit crochet aussi. C'est ça. Et ouais, c'est très enrichissant comme expérience. Et déjà, le fait de se retrouver dans un pays où, qui est tout nouveau. Et pour nous, du coup, je connais de base, je savais rien du tout de ces endroits-là. Donc, c'était vraiment enrichissant là-dessus. Et puis, sur cette expérience d'enseignement, pareil, ça m'a beaucoup aidé, du coup, pour me connaître, pour savoir ce que j'aime faire, ce que je n'aime pas faire, etc. Et ouais, c'était très, très intéressant, très enrichissant comme expérience. Et c'est marrant parce que ça fait plusieurs podcast dans lequel on parle de effectivement partir à l'étranger. Et j'en discutais tout à l'heure avec Karim Faldoun, qui est pas très loin de nous et qui me disait « Oui, tu comprends Aurélie, c'est hyper important de partir à l'étranger, de s'ouvrir l'esprit. Et ça forge aussi, ça participe en tout cas à une certaine structure dans la façon dont tu conçois l'entrepreneuriat. » C'est vrai. Alors, déjà moi, un petit truc aussi que j'ai vraiment appris, c'est en partant au Vietnam, j'avais, je dirais comme tout le monde, des idées sur à quoi ressemblent les Vietnamiens, à quoi ressemblent les Indonésiens, etc. Mais en rencontrant ces personnes-là et ces populations, en parlant à ces gens, j'ai découvert déjà que c'est comme tous les autres
pays du monde, ils ont tout type de personnes, plein de personnalités, des personnalités qui ressemblent à des Marocains, d'autres personnalités qui ressemblent à des Français. Enfin, il y avait de tout. Et donc, on voit que finalement, que ce soit, peu importe le pays, on se ressemble tous. Et il y a beaucoup de choses qui reviennent chez nous en tant qu'humains, et au final, on est tous des humains. Et du coup, c'était la deuxième question, c'était par rapport à la relation avec l'entrepreneuriat. Ouais, est-ce que ça t'apporte quelque chose, le fait d'aller... est-ce que ça te structure dans la façon dont tu conçois l'entrepreneuriat, le fait d'avoir ouvert un peu tes chakras à l'étranger, si je peux formuler ça comme ça? Ouais, en fait, déjà, sur ce qui motive, en tout cas dans l'entrepreneuriat, c'est que je suis une personne très ambitieuse, et donc dans l'entrepreneuriat, on est ouvert à du coup, la limite, c'est sky is the limit, comme on dit. Ouais. Et donc, parmi la motivation du coup de partir à l'étranger, c'était justement de pouvoir trouver plus d'opportunités, et de cette envie, cette ambition de vouloir scaler à l'international. Et j'ai rêvé d'avoir des entreprises que je scalerais à l'international. J'avais toujours ça comme ambition, et donc le fait d'aller à l'étranger m'ouvrait à de nouveaux pays, à de nouveaux horizons, et du coup je dirais qu'il y a une connexion dans ce sens-là. Et pourtant tu décides de revenir en France. Oui. Alors en fait, c'est bien de voyager très loin, mais c'est toujours, ça vient quand même avec des difficultés, notamment quand j'étais en Indonésie, il y avait le décès de mon grand-père, et du coup malheureusement, vu que j'étais tellement loin, je pouvais pas revenir voir ma famille, tout ça, et donc ça c'était, je dirais, parmi les raisons pour lesquelles je me suis dit je vais quand même rester à l'étranger, mais pas si loin qu'en Indonésie. Du coup, j'ai préféré revenir en France. Après, pareil, j'ai bien aimé, pendant mes 2 ans d'études en France, j'ai beaucoup aimé la France, et du coup, j'ai vu qu'il y avait du potentiel, même niveau opportunité, donc je me suis dit ce serait une très bonne décision de revenir en France. Et là, tu décides aussi de te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ça. Qu'est-ce qui motive ça, au tout début ? Quand tu rentres, tu aurais pu trouver un emploi ou enseigner de nouveau, pourquoi pas ? Je dirais, en fait, avant de quitter le Maroc, j'ai toujours voulu entreprendre. Et ça m'est venu, je dirais, en grande partie, grâce à Enactus. C'est une association mondiale qui fait l'entrepreneuriat social, qui aide les jeunes étudiants dans l'université à explorer le monde de l'entrepreneuriat, des startups, au service des populations qui ont des besoins très spécifiques. Et donc, ce qu'on faisait, c'était pareil, en parlant de l'aventure, on partait dans les montagnes de l'Atlas, découvrir des populations très, très dépaysées, et on essayait de voir quels sont leurs besoins. On faisait des needs assessment auprès de ces populations pour comprendre vraiment quelles sont les vraies problématiques que ces personnes ont. Et donc, on revenait chez nous avec toute cette équipe d'étudiants, on était des étudiants un peu de toutes disciplines, donc il y avait beaucoup de disciplines, c'était multidisciplinaire, et donc il y avait des personnes qui étaient dans la thermodynamique, d'autres qui étaient dans tout ce qui est chimie, etc. Et donc par exemple, un projet sur lequel on avait travaillé, c'est de développer une sorte de chauffage à base d'argile, une sorte de dispositif qui amplifie la chaleur à partir d'une petite chaleur, ça amplifie la chaleur pour que les gens puissent se réchauffer, sachant que ils ont assez d'argile dans cette région-là. Et donc, on a pris quelques personnes de cet endroit-là, on les a aidés à développer des premiers prototypes, à commencer à vendre leurs produits. Et donc, d'une part, ils se faisaient de l'argent, mais de l'autre côté, ça répondait à un besoin. Ça répond à un vrai besoin chez cette population-là. Et donc, c'est de là que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment, de cette expérience avec Enactus, que j'ai vraiment su que ce que je voulais faire dans la vie, c'est d'entreprendre. Parce que d'une part, on résout des vraies problématiques chez certaines personnes, et de l'autre côté, on se remplit bien nos poches. Tu es aujourd'hui à la tête d'Ubinaire. C'est ça. On va y revenir, mais combien de startups t'as lancé avant Ubinaire ? Alors, je les compte même plus, mais je dirais, je crois, 6 startups au total, je pense au total, 6. Et elles se sont toutes crachées ? C'est ça.
pour plein et divers raisons. Et je pense que c'est ce qui fait que c'était des échecs, mais c'est ce qui a fait la réussite d'aujourd'hui. Donc c'est grâce à ces multiples échecs que je me suis construit en tant que personne pour pouvoir réussir Ubinaire aujourd'hui. Pour enquiller 7 échecs d'affilée, il faut être déterminé, sacrément. C'est ça. C'est quoi ta vision de la détermination? En fait, je savais que je voulais entreprendre. Je savais que je voulais vivre de l'entrepreneuriat. Je savais que je voulais passer ma vie à résoudre les problématiques des gens et en les transformant en business. Et c'était vraiment ce que je voulais faire. D'ailleurs, en revenant en France, j'avais plein d'opportunités. Mon frère, d'ailleurs, aussi a la même détermination. Il avait, en finissant son parcours, il a eu plein d'opportunités en tant que salarié, mais on savait qu'on refusait toutes ces opportunités-là. On voulait faire qu'une seule chose, c'est d'entreprendre. Et ce projet, ça s'appelle donc Ubinaire. C'est une agence web en ligne qui vise à faciliter la transition digitale des entrepreneurs. Cette start-up, c'est la bonne? C'est la bonne, ouais. Je pense que c'est la bonne, enfin. Alors même, d'ailleurs, petite anecdote, c'est que au sein d'Ubinaire, on a aussi fait plein de pivots. On en a fait, je crois, 10 pivots. On se dit les rois des pivots. Tellement de fois on a changé du coup ce qu'est Ubinaire et ce que propose Ubinaire. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, je pense niveau start-up, on est sur la bonne, et niveau pivot, c'est bon, on est sur le bon et le dernier pivot, j'espère. Tu l'as mentionné rapidement, mais ton frère est très présent dans cette conversation parce que tu entreprends avec ton frère. C'est ça. C'est pas trop difficile d'entreprendre en famille? Alors, je dirais... Moi, je sais pas si j'entreprendrais avec mes frères, pardon, mais... En fait, je disais pareil, là, je disais la même chose parce que du coup, en tant que frère, comme tous les frères, on s'entend pas, on se bagarre tout le temps, des trucs comme ça. Alors c'est des trucs de frères, mais par contre, niveau associé, niveau entrepreneuriat, on avait exactement la même vision, on avait exactement la même façon de voir les choses, et du coup, le fait d'être partenaire était vraiment un no-brainer. On s'est dit, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on travaille ensemble parce que du coup, on avait, comme j'ai dit, la même vision, les mêmes objectifs. Et on s'entendait plus en tant qu'associé, en tant qu'entrepreneur, plus que ce qu'on s'entendait en tant que frère. Tu m'as raconté un truc tout à l'heure avant qu'on rentre en studio. On va le raconter là parce que c'est la première fois que j'entends ça. Tu m'as dit, en fait, je voulais tellement faire les déterres que j'ai déménagé. Tu peux raconter ça? Exactement. Déjà, c'est une bonne preuve de détermination. Ouais, j'aurais dû dire ça, juste ça aux entretiens, ils m'auraient pris. Mais effectivement, j'étais à Cherbourg avant, et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait les déterres au Havre, et c'était la ville la plus proche de Cherbourg où il y avait les déterminés, je me suis dit, tu sais quoi, je vais déménager, je vais aller au Havre pour suivre cette formation des déterres. Et je l'ai pas regretté. Je suis quand même resté au Havre même après la formation. Là, j'y suis pendant 2 ans. Je m'y plais bien, c'est une belle ville. Et voilà, peut-être potentiellement venir à Paris dans le futur, mais pour le moment, je m'y plais bien au Havre. T'étais vraiment prêt à tout pour entreprendre, y compris à déménager? Oui. J'ai déménagé du Maroc en France, puis en France en Asie, puis en Asie en France encore, pour entreprendre, et du coup déménager de Cherbourg au Havre, c'était simple. C'était assez facile, relativement plus facile que ce que j'ai fait avant. C'est quoi ta prochaine aventure? Déjà, du coup, l'aventure d'Ubinaire, une très belle aventure. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que plus concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les start-upers à développer des MVP. Donc surtout les start-upers non techniques qui n'ont pas un background technique, qui n'ont pas ces compétences à développer des MVP pour pouvoir aller très vite tester le marché, trouver plus facilement, convaincre les investisseurs avec du concret. Et du coup, ce monde de start-up est un monde qui est gigantesque, qui se développe encore davantage en France. Et donc, c'est cette aventure-là que j'ai en priorité en ce moment, c'est d'aider un maximum de startups de se développer, surtout les startupers non techniques, parce que aujourd'hui, il y a une statistique qui est assez impressionnante, c'est que uniquement 0,03% ou 0,3%, je sais plus, de personnes qui savent coder dans le monde. Et donc, on a 99,7%
de potentiel qu'on perd parce que des personnes n'ont pas un background technique. Et donc aujourd'hui, avec tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est no-code, ça devient de plus en plus de créer des boîtes, de créer des applications, etc. Et donc on veut aider un maximum de personnes en les accompagnant dans leur aventure de start-up. Et du coup on a passé énormément d'expérience à créer des start-up, et donc on a appris plein de leçons. Et donc, on veut transmettre ces leçons-là à ces start-upers pour qu'ils puissent ne pas faire les mêmes erreurs que nous, on a fait, pour qu'ils puissent réussir. Et donc, ça, c'est vraiment l'aventure sur laquelle on va se concentrer pour le moment. C'est ça, la création de valeur dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est un peu ce qui nous fait réveiller tous les jours à 8 heures du matin, et peut-être parfois travailler jusqu'à 14 heures dans une seule journée. C'est ce qui nous fait vraiment... c'est ce qui nous motive tous les jours. Je te laisse le mot de la fin. Quel message est-ce que tu aurais envie de faire passer à ceux qui nous écoutent ? Entreprenez. Je dirais à tout le monde, tous ceux qui pensent... qui ont des idées de start-up ou qui ont une idée de lancer une boîte, n'hésitez pas à lancer là, et vous verrez que c'est pas facile, mais c'est très amusant. C'est un processus qui est très amusant. Vous allez, ça va pas être, c'est dur, mais ça a beaucoup d'avantages. Vous vivrez une expérience, une aventure. Et c'est vraiment comme une aventure, et du coup, c'est assez kiffant. Donc, même si c'est dur, faites-le. Le monde a besoin d'entrepreneurs, donc entreprenez. Merci beaucoup, Tahamin El Wakoudi, d'avoir été l'invité de Bidéter. Bidéter, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bismart.fr. Si ça vous a plu, foncez vous abonner, likez, partagez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, vous aussi, soyez déter.